Alors maintenant, Lucie Lamarche va nous parler du droit du public de savoir, à droite, à gauche et au milieu. Lucie Lamarche est professeure à la Faculté de sciences politiques et de droit de l'UQAM. Elle est membre de la Société royale du Canada et du Barreau du Québec. Comme elle ne m'a pas fourni de bio, il a fallu que j'aille sur le site pour essayer de trouver un certain nombre de choses. Elle a un bac en droit et une maîtrise en droit de l'Université de Montréal, un doctorat en droit de l'Université de Bruxelles et récipiendaire du fellowship postdoctoral Jean Monnet, Institut universitaire européen, Florence, Italie. Récipiendaire du mérite Christine Tourigny, Justice sociale, Barreau du Québec, et récipiendaire du mérite CSQ. À toi, Lucie. Merci, Charlotte, et mes excuses pour ne pas avoir fourni mes quelques lignes de biographie. Alors, vous aurez constaté que, contrairement à Georges, je n'ai pas encore décidé de me retirer du barreau, ce qui fait que je dois faire preuve d'un petit peu plus de retenue. Ainsi que d'une économie de temps, vu l'heure tardive dont je suis fort consciente. Alors, écoutez, la beauté d'être la dernière, ou presque la dernière, à prendre la parole, c'est que, un, vous avez le devoir de ne pas répéter ce que les autres ont dit, et deux, d'essayer d'avoir l'intelligence d'en tirer avantage et de trouver un punch quelconque pour garder l'attention pendant généralement un maximum de 7 minutes. Alors, c'est mon objectif. Qu'ai-je compris de cet après-midi? J'ai compris que la discussion qui nous habite, nous préoccupe, voire nous obsède, est un petit peu comme un moteur à 2 pistons. Et croyez-moi, je ne connais absolument rien en mécanique. Mais quand je me ferme les yeux, voici comment je vois le moteur à 2 pistons. C'est-à-dire que d'une part, et je remercie mon collègue Jean-Barry pour son exposé, parce que ça, non seulement c'était incroyablement efficace, mais ça me permet d'économiser 7 ou 8 ou 9 minutes. Le premier piston, c'est l'État décide de la somme des communications plus ou moins honnêtes, plus ou moins scientifiques, plus ou moins propres, etc., entre la société civile et lui. Il décide de ce qui sera accessible, et à cet égard, et de ce qui ne le sera pas. Donc, je trouve que l'exposé de Jean est percutant. Et donc, le registre des lobbyistes devient un document que l'État semble nous annoncer comme appartenant dorénavant et pour le futur peut-être à la corbeille de ce qu'il choisit de rendre accessible. Donc ça, c'est le premier piston. C'est moi qui décide qu'est-ce qui est accessible et c'est moi qui décide des raisons pour lesquelles certains types de documents, expertises, registres, listes, montants de contrats, etc., ne seraient pas accessibles. Le deuxième piston, c'est moi qui décide, moi l'État, des types de communication qui appartiendront à ce document, qui lui devient accessible. Alors, franchement, si on oublie qu'il existe aussi dans l'espace droit de la personne le droit de savoir, d'être informé, d'accéder à l'information, on tire un peu de la première partie de l'équation l'impression que c'est un vaste jeu de dupes. Parce que les 2 pistons du moteur, comme c'est toujours un peu le cas avec le droit ou la loi, sont contrôlés par l'État. Drôlement, d'autant contrôlé, je dirais que dans le projet de loi 56, et Mercedes a très bien expliqué ça, c'est un droit sur mesure, hein, parce qu'il y a quand même un long article, qui est l'article 14, qui énumère toute une série de circonstances et de situations où c'est plus important de savoir qui a communiqué avec qui au gouvernement et je ne peux m'empêcher de repiquer l'évocation par Georges de l'article 7 de la loi sur l'économie sociale, où là, à moins vraiment de ne pas vouloir voir, on voit là le lien entre certaines des exemptions de l'article 14 et ce nouvel engagement ou obligation faite à certains ministres, j'allais dire de favoriser l'économie sociale, mais ce serait une trahison du texte législatif. Donc,
je me résume. Si on prend seulement la première partie de l'équation et on ne focus que sur le secret de la grande valise que constituerait le lobbyisme, on conclut à un jeu de dupes et on devient extrêmement cynique. On peut aussi prendre un chemin plus technique et dire pourquoi moi je suis inclus, toi tu es exclu, moi je devrais avoir une exception, toi tu devrais pas en avoir. Bon, on peut changer de niveau dans la discussion, mais si on reste au niveau global, on dit quel jeu de dupes. Mais il y a quelque chose qui me fatiguait, et c'est pour ça que j'ai fatigué mon collègue Jean Barry, c'est parce que ça me fatiguait. C'est que le préambule de ce projet de loi 56 évoque tout de même le droit du public de savoir. Et zut, grotte-flûte, comme disait le petit Nicolas, il existe ce droit de savoir. Je ne suis pas certaine qu'il s'agisse du droit du public de savoir, mais le droit de la personne ou des communautés de savoir, d'être informé, d'accéder à l'information, au sens où le prévoit, avec tous ses travers, la loi sur l'information, existe. La question était donc pour moi de savoir, mais quel est l'intérêt pour le public de savoir ce qu'il y a dans le registre des lobbyistes, étant entendu que et le type de communication et la qualification de documents aux fins de l'accès à l'information sont contrôlés par le même joueur qui est l'État. Et je me disais, qu'est-ce que c'est que cette utilisation dans le contexte du lobbyisme, du droit du public de savoir? Et c'est là que, un peu intuitivement, et c'est pour ça que je suis heureuse qu'on ait reçu de l'UQAM et du programme PAFARC un petit peu de sous pour poursuivre la recherche, mais intuitivement, je me suis dit que cette affaire du droit du public de savoir, il est à droite, à gauche et au milieu. Et il me reste à peu près 3 minutes à consacrer à cette idée. Pourquoi à droite? Eh bien, en anglais américain, il existe une tendance très forte, je dirais, dans la moitié des États américains, qui est celle des Citizens ou Consumers Charters. Alors, je vais vous faire une petite confidence. Il y a peut-être une décennie, un petit peu plus, j'ai eu l'infini privilège de rédiger avec l'honorable Warren Allman la Charte des droits et responsabilités des citoyens de Montréal. Et ça nous avait fait faire un peu de tourisme dans d'autres modèles. Et pour moi, ça avait été un peu une révélation de découvrir comment, surtout à l'époque, dans le sud des États-Unis, au niveau municipal, on évoquait beaucoup le droit du citoyen /consommateur de savoir, et il s'agissait beaucoup de savoir les mécanismes par lesquels les budgets municipaux étaient construits. Et là, à partir de ça, il y avait une fourche. Alors, il y avait les États et les villes où ça disait le droit du citoyen de savoir, c'est le droit du citoyen de poursuivre, le droit du citoyen de poursuivre sa municipalité. Et il y avait l'autre fourche qui disait le droit du citoyen de savoir, c'est le droit du citoyen d'exercer ses droits. Alors, il y a une partie de l'argument Consumers Citizens Choice qui, dans le contexte politique, signifie aussi le droit de ne pas avoir d'État, mais essentiellement de se méfier de l'État. Et puisque tout le monde a fait son petit brin de lecture dans les conclusions de la commission Charbonneau, j'ai fait comme tout le monde, je ne l'ai pas lu au complet, mais j'allais lire ça en diagonale. Un moment donné, Mme Charbonneau dit, je crois que c'est la recommandation 41, mais à 16 heures le vendredi, je peux me tromper de chiffre. Ça dit, moi, je pense même qu'un citoyen devrait pouvoir poursuivre un tiers pour les sommes qu'il a dérobées à l'État. C'est un peu comme aller à la loterie, là, mais en tout cas, ça, c'est ce que j'appelle l'argument de droite du droit du public de savoir. Hein. C'est le Lucky Luke, c'est le justicier d'un État qui sera toujours tout croche. Et seule l'action individuelle des citoyens peut le ramener à l'ordre. Au milieu, j'ai trouvé d'autres choses. J'ai trouvé chez l'ONG internationale Transparency
que monsieur le commissaire à l'éthique apprécie beaucoup d'ailleurs. Il cite beaucoup dans ses travaux Transparency International. Alors, eux, ils se situent au centre de la manière suivante, c'est-à-dire qu'ils disent que toute composante de la société civile, et après avoir entendu Georges, je devrais dire toute composante du marché, d'une certaine façon avec le grand M, doit développer, et je n'ai pas trouvé l'expression française appropriée, vous m'aiderez, a responsible advocacy. Et la définition de responsible advocacy, c'est... Ouais, ben oui, oui. Littéralement, c'est ça, mais essayez de faire mieux parce que ça, j'étais capable. OK? Alors, responsible advocacy, donc, c'est cette idée qu'un acteur de la société civile doit prendre sur lui de se livrer à un processus organisationnel public qui explique finalement pourquoi il a pris cette position-ci ou celle-là par rapport à une politique publique. Et quand je me suis mis à réfléchir à ça, j'ai dit, bien, il me semble que c'est ça que le mouvement communautaire fait depuis des lustres, c'est-à-dire que tantôt en recourant à l'Assemblée générale, tantôt en recourant à d'autres mécanismes d'éducation, il explique régulièrement pourquoi et comment il a pris une position ou une autre par rapport à une politique publique. Alors, pourquoi doit-il se faire imposer un autre schéma? Tout ça pour conclure que le commissaire au lobbyisme n'est pas le seul qui peut plaider Transparency International. Je pense que les gens qui rentrent en discussion avec lui actuellement pour le mouvement communautaire peuvent le faire aussi. Mais il demeure que pour cet argument au centre, il y avait une certaine prise en compte du droit de public de savoir. La question, c'est, est-ce que le public, c'est une abstraction? Est-ce que c'est des membres? Est-ce que c'est qui veut bien m'écouter? Est-ce que c'est qui le commissaire décidera qu'il aura été frustré parce qu'il ne m'a pas trouvé du premier coup dans mes activités politiques sur sa visite au registre? Vous avez déjà consulté ce registre-là? Là? Hein? C'est pas bien user-friendly, cette affaire-là. Bon. Mais il y a cette idée au centre qu'on peut rejeter, que nous aurions une certaine obligation de transparence afin de faire écho, comme segment de la société civile, au droit du public de savoir. C'est la deuxième hypothèse que j'ai repérée. La troisième et dernière hypothèse, mais qu'est-ce que c'est que ce droit du public de savoir? Je la mets à gauche, mais c'est parce qu'il est tard et on est fatigué. Dans le fond, c'est plutôt l'hypothèse droit de la personne. Alors, aux Nations unies, il y a un rapporteur qui s'appelle M. Kiai et qui est d'origine kenyane et qui est le rapporteur des Nations unies sur la liberté d'expression et d'association et qui dit, année après année, une chose assez simple, mais si vous êtes d'origine africaine, ça a des conséquences fulgurantes, voire dangereuses pour vous. Il dit, c'est quand même drôle, ce monde globalisé. Plus le marché est globalisé, plus la politique est harmonisée, au sens où Georges le décrivait, plus c'est facile pour la business de s'associer, de rouler. Pour eux, on simplifie tout, il y a moins d'obstacles, ça va plus vite, ça coûte moins cher, etc. Et plus ça devient l'enfer pour les associations de la société civile, exactement, mais évidemment en respectant une certaine échelle de gradation. Le Québec n'est pas le Kenya, mais Vincent expliquait ce niveau de complexité, l'espèce de crescendo, l'addition des difficultés. Alors, Kiai dit il y a un problème parce qu'il n'y a pas d'équité, mais là, c'est l'argument du commissaire à l'équité à l'envers, dans le sens qu'il n'y a pas d'équité pour le secteur associatif et non pas pour le monde des affaires. Et donc, alors qu'il existe, et c'est là où je pense que l'argument porte un peu plus à gauche, un droit collectif de s'associer. Et comme on aura un petit peu de marge de manœuvre pour faire de la recherche, on essaiera de lier, je ne vous embêterai pas avec ça le vendredi après-midi, certaines décisions récentes de la Cour suprême avec ce droit collectif. Et là, je fais une proposition de traduction. Quand on lit en anglais le droit du public de savoir et qu'on le traduit littéralement en utilisant public, comme le fait le commissaire au lobbyisme, on oblitère le mot personne et on oblitère le mot
collectivité et on garde le mot public. Et je pense qu'on vire à droite sans s'en apercevoir, ne serait-ce que sur le plan lexical. Donc, si on adopte la proposition de Kiaï à l'effet qu'il existe un droit collectif de s'associer, bon, pour faire toutes les affaires qu'on fait anyway, la question qui reste, c'est, y aurait-tu un petit conflit entre le droit collectif de s'associer, lequel comporterait notamment comme conséquence le fait de ne pas nous taguer comme lobbyistes, parce que ça porterait atteinte en aggravant notre quotidien d'embûches inutiles à notre droit collectif de s'associer. Donc, si on ne veut pas être tagué comme lobbyiste et qu'on a le droit collectif de s'associer, comment ce droit fait-il écho au droit, et je pense que la présentation de Jean le démontre assez bien, au droit de la personne et des communautés de savoir. Et je conclus là-dessus avec une question. De savoir quoi? Le registre des lobbyistes, c'est le droit des personnes et de la communauté de ne rien savoir. Parce que, un, c'est éligible. Deux, c'est un mécanisme partiel quand on considère la liste d'exemptions. Trois, ce n'est pas un mécanisme démocratiquement choisi ou convenu. Donc, le droit de savoir, c'est le droit qui nous ramène aux préoccupations de Georges, si notre gouvernement est corrompu dans ces processus. Pas si j'ai communiqué par mail, par fax, en Cadillac ou en Fiat avec la secrétaire du député. Donc, il y a besoin, je dirais, de départager la séduction intuitive à laquelle on succombe tous. On veut tout savoir. Le problème, c'est que quand on sait tout, on ne sait pas toujours quoi faire. Ceux d'entre nous qui ont vécu l'expérience du « on veut les textes des accords de commerce internationaux », à chaque fois, on a perdu les pédales. On a reçu ça, on a fait « oh my ». Bon, on l'a su. Bon, même TPP, on l'a su, tardivement, mais on l'a su. L'avez-vous lu? Moi, je ne l'ai pas encore lu. Hein, j'ai pas encore lu. Bon. Alors, ça, c'est l'aspect émotif et séductif. Reste l'aspect rationnel et juridique, et je pense qu'il n'y a pas de conflit de droit. En tout cas, on dit, comme secteur communautaire, c'est-à-dire qu'au nom de notre droit collectif de s'associer, ce qui est ma théorie porte à gauche, mais là, je vous regarde à droite, mais vous autres, vous voyez à gauche, en tout cas, bon, c'est au nom de ce droit qu'on doit échapper à un registre dont l'utilité n'a pas exactement été démontrée par ailleurs. Bon. Mais cette invocation de notre droit ne rentre pas en contradiction avec ce droit qui existe réellement. Et on aurait tort de le nier, il existe réellement, il est non moins fondamental, qui est celui de la personne et des communautés de savoir. De savoir quoi? Pas qu'est-ce qu'il y a dans le registre du lobbyisme, mais de savoir tout court et largement. Je vous remercie beaucoup.